Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Jérémy Joly nous a emmenés au Nicaragua découvrir le projet du Grand Canal interocéanique. Alors vous pouvez retrouver le lien de ce grand reportage dans la description du podcast. Et dans notre article, donc, nous vous parlons des conséquences humaines de ce projet. Pour ce podcast, nous allons nous pencher sur ces conséquences-là, mais également sur les conséquences environnementales. Avec nous aujourd'hui, Jimena Reyes, directrice du Bureau des Amériques à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour Jimena Reyes. Bonjour. Alors en octobre 2016, la FIDH a publié un rapport préconisant l'annulation du projet de construction du canal. On va revenir sur le détail des raisons un peu plus tard, mais tout d'abord pour commencer, est-ce que ce rapport a eu un quelconque impact? Écoutez, je pense, j'espère, euh, nous avons d'une part eu énormément de presse au niveau international, donc je pense que ça a permis d'informer sur différents continents de l'existence de ce projet et notamment il y a eu des reprises intéressantes en Asie et en Chine. Euh, où justement le contenu de ces reprises semblait dire que le gouvernement chinois ne soutiendrait plus ou pas le projet. Et donc, si c'est exact, c'est un, je ne sais pas si sans doute pas dû uniquement à ça, mais ça serait un gros impact. Euh, et par ailleurs, on a en revanche pas réussi à rentrer vraiment dans une discussion constructive avec les autorités. Mais force est de constater que la construction du canal ne semble pas avancer. Donc peut-être que cette construction ne va pas avoir lieu. Alors, on le rappelle, hein, effectivement, ce canal doit traverser notamment le lac Nicaragua, qui fait une surface de 8000 km². C'est la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique centrale. C'est justement quel est le risque pour ce lac, un tel projet? C'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Vous pouvez imaginer ce que ça signifie pour un lac, qui est donc un espace fermé, d'être ouvert des deux côtés et de se retrouver comme un espace de transfert des bateaux de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en termes de mélange d'une part des eaux salées et de l'eau douce, donc une affectation à l'eau douce. Comme vous le disiez, c'est la première source d'eau douce d'Amérique centrale. Il y a autour de 30 000 personnes qui consomment, qui dépendent de cette eau aussi autour du canal. Et l'écosystème du lac sera complètement transformé avec la disparition, certains ont parlé d'écocides, pour le lac. Donc un impact très important, tant en termes environnementaux qu'en termes humains. Oui, ce que vous le dites, on perd cette réserve finalement d'eau douce et puis avec un écosystème qui est chamboulé. Alors, sur ces 278 km du canal, ce tracé, il y a aussi d'autres endroits naturels sensibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu lesquels? Il y a deux réserves notamment naturelles, il me semble. Oui, oui, mais voilà, il y a deux réserves naturelles. Sont des régions euh, qui ne sont pas les régions les plus peuplées du Nicaragua, donc évidemment où il y a énormément de nature, de forêts, et puis sont des zones, le canal traverserait des zones où il y a au vu des communautés autochtones également, et, et afro. Et donc oui, il y a deux importantes réserves que traverserait également le canal. Est-ce qu'on a une idée de la surface de forêt qui pourrait être détruite si ce projet vraiment aboutissait? Peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai pas de ce chiffre-là. Bon, en tout cas, on peut imaginer que ce soit très conséquent en l'occurrence. Et pour la faune et la flore qui se Ça va trouvent... diviser en deux le pays, hein. Pardon? Ça va diviser en deux le pays. Ça va tracer une ligne entre le nord et le sud du pays. Oui, donc du coup, forcément. Et alors, justement, pour la faune et la flore, vous en parliez pour le lac. Est-ce que on a une idée des espèces qui pourraient être particulièrement menacées par ce projet?
Oui, il y a eu des études, hein. Nous, on s'est concentré plus sur l'impact sur les communautés et notamment la question de l'expropriation et donc de l'accès à la terre de toutes ces personnes qui devraient être déplacées. Euh, et il y a d'autres organisations, notamment l'Institut Humboldt, qui ont fait des études sur les différentes espèces qui seraient menacées. J'ai lu les études, mais je n'ai pas retenu le nom de l'ensemble des espèces. Mais vous imaginez bien, enfin, ça serait c'est un projet absolument pharaonique, peut-être un des plus gros projets pour l'instant de ce siècle. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, une destruction énorme pour l'environnement. Alors on peut peut-être rappeler justement le nombre de personnes qui seraient, qui devraient être déplacées si vraiment le projet, il y a un bout, bah, l'impact humain quoi finalement total sur ce projet. Oui, alors il y a différentes études et positions, mais en tout cas, nous, on parle d'entre 30 000 et 120 000 personnes euh, qui seraient déplacées certaines momentanément et d'autres de manière définitive. Et là, une de nos inquiétudes, c'est que il faut savoir qu'il y a un régime juridique spécifique qui est complètement contraire aux standards de droits de l'homme internationaux, qui a été créé à la demande, on imagine à la demande de l'entreprise, en tout cas pour permettre la construction de ce canal. Et ce régime juridique, il fait exception aux droits nicaraguayens, notamment en ce qui concerne les expropriations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exproprier les gens sans qu'il n'ait aucun recours judiciaire ou administratif sur la décision d'expropriation. Simplement, voilà, vous êtes exproprié. Et est prévu également une compensation qui est absolument dérisoire, ridicule et qui ne va pas du tout permettre à ces gens qui sont déjà des communautés, des personnes, des paysans qui vivent dans une grande pauvreté, mais qui ont des lopins de terre, de retrouver des terres équivalentes. Donc évidemment, entre 30 000 et 120 000 personnes qui se retrouvent à la rue, c'est pour un pays comme le Nicaragua un impact très néfaste et négatif. Donc on n'est pas seulement dans un très grand projet transformateur du pays, mais on est dans un projet qui ne respecte pas du tout les standards internationaux de droits de l'homme, ni d'ailleurs les standards environnementaux. Alors, ce statut donnerait en soi les pleins pouvoirs à l'entreprise en fait si je comprends bien. Exactement. C'est une de nos critiques principales et aussi de notre source d'étonnement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une loi qui a été votée pour permettre cette concession. Donc, c'est pas seulement une concession pour la construction du canal, c'est ça aussi qui est inquiétant, parce que même si on ne construit pas le canal, on a donné une sorte de concession territoriale à cette entreprise pour faire un canal, mais aussi un oléoduc, un port sec, un complexe touristique ou autre chose. Donc, on est là dans autre chose. Et, donc, oui, c'est cette législation donne un pouvoir énorme de décision sur ce qui va se faire sur ce territoire à l'entreprise. Et puis, une concession, par exemple, pour revenir sur la question environnementale, par exemple, sur la question de l'eau, normalement, en droit nicaraguayen, on ne peut pas faire de concession d'eau pour plus de 30 ans. Et là, on est dans une concession de 116 ans de sources d'eau. Donc, bon, c'est tout à fait étonnant. Et on ne sait pas ce qu'ils vont. En fait, ils décideront de ce qu'ils font avec ces sources d'eau. Donc, c'est évidemment très inquiétant. Alors, vous pouvez me réexpliquer sur la question des 30 ans, les sources d'eau, c'est quoi le droit nicaraguayen dessus? Donc, on a voté une loi. Et cette loi, elle prévoit beaucoup de choses. Et notamment, elle prévoit des régimes d'exception. Donc, je vous parlais tout à l'heure du régime d'exception des expropriations. Donc, on ne va pas appliquer le droit du Nicaragua sur les expropriations. Et elle prévoit aussi qu'on ne va pas appliquer le droit du Nicaragua sur l'eau.
Le Nicaragua, comme la plupart des pays, prévoit que l'eau, c'est un bien commun, ou en tout cas un bien, enfin moi je considère que c'est un bien commun, mais toutes les législations ne le considèrent pas, un bien essentiel. Et dans ce sens-là, vous ne pouvez pas donner une concession à une entreprise pour une durée indéterminée, par exemple. La législation de 76, si je ne me trompe pas, du Nicaragua, prévoit que ces concessions ne peuvent en aucun cas dépasser 30 ans. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être l'utilisatrice de ces sources d'eau pendant plus de 30 ans sans qu'il y ait un renouvellement, des discussions, etc. Et là, on est dans des périodes, l'accord avec le concessionnaire, HKMD, est de 116 ans. Donc, pendant 116 ans, ils peuvent avoir la maîtrise, et c'est là où vous disiez les pleins pouvoirs sur des sources d'eau. C'est très, très problématique. Et c'est pour ça que nous, cette question-là, ajoutée au fait qu'il y a un vrai déséquilibre économique aussi dans la concession, nous a fait dire que il y avait quand même un faisceau d'indices pour penser qu'on est dans une situation de corruption. Et puis une situation de violation des droits de l'homme, comme vous disiez, vous parlez d'expropriation notamment. Et on imagine bien, parce que donc ces populations qui vont être privées de leurs terres, est-ce que le gouvernement a montré une quelconque volonté d'aider ces populations à retrouver un lopin de terre pour refaire leurs exploitations ou autres? Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que d'une part, ils ont été traités ou maltraités parce qu'il n'y a pas eu d'information de ce qui était en train de se passer. Et en revanche, ils ont vu débarquer, parfois accompagnés de militaires, des experts ingénieurs asiatiques qui sont allés sur leur terrain, qui ont commencé à prendre des mesures, à prendre des photos. Donc, ça a été la panique. Et ça veut dire que notre terre va être prise, etc. Avec pas du tout de consultation comme elle doit avoir lieu pour notamment les communautés autochtones. Et puis ensuite, il y a cette législation et donc ce régime d'expropriation qui va complètement dans le sens contraire de ce qui serait une discussion, un dialogue, une aide. Et puis, ces 2 dernières années, il y a eu des manifestations, des marches de protestation, et celles-ci ont été très violemment réprimées. Et certains leaders sont l'objet de stigmatisation par les autorités. Et il y a eu également des cas où une leader, par exemple, dont le fils s'est fait casser la figure, et bon, c'est pas complètement clair, mais il semble qu'il y ait des mesures de rétaliation par rapport à ceux qui cherchent à s'organiser. Donc non, l'État n'est pas du tout à la hauteur. Alors maintenant, il dit le contraire, et ce qu'il a effectivement fait, c'est qu'il a œuvré à la division des communautés. Et il y a un groupe qui a été un groupe de personnes membres de communautés autochtones qui a été déplacé à la capitale pour participer à des réunions, pour signer des documents d'acceptation du fait de la concession. Mais ceux qui sont les représentants légitimes de ces autorités ont tout de suite fait une conférence de presse pour dire que c'était tout à fait légitime et comme prise de décision, puisqu'ils n'avaient pas autorité pour prendre cette décision. Mais finalement, justement, quel intérêt représente ce canal quand on sait qu'il y en a déjà un au Panama, qui est pays voisin quand même? Si. C'est une bonne question. C'est certainement pas dans l'intérêt du développement durable du Nicaragua ni de la zone, à cause des impacts notamment environnementaux et de droits de l'homme dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a certainement une question géostratégique. On sait que le canal de Panama a longtemps été complètement maîtrisé par les Américains. Là, on est dans un canal qui serait construit par
une entreprise, alors c'est assez, en fait, il y a un montage financier complexe. Enfin, nous, on considère que derrière ce montage financier, donc il y a une entreprise HKND, qui est une entreprise qui est chinoise, hongkongaise et chinoise. Donc, évidemment, et en plus, à ça s'ajoute que les ingénieurs qui sont allés sur place et l'entreprise, pour l'instant, qui était en charge de certaines expertises, etc., c'est une entreprise étatique chinoise. Donc, évidemment, c'est difficile de ne pas dire est-ce que les Chinois ne sont-ils pas derrière tout ça? Et donc, on voit bien l'espèce de concurrence mondiale qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis. On sait bien que la Chine est en train de baser une partie de sa croissance sur l'exportation de produits et qui se fait à travers des énormes cargos ou même des cargos-usines. Donc, on voit bien l'intérêt d'avoir un passage supplémentaire, peut-être plus large, mais c'est sans doute quelque chose de plutôt symbolique qu'autre chose, parce que même économiquement parlant, et le canal de Panama existant déjà, effectivement, cet investissement énorme ne semble pas justifié. Donc ça rend la situation encore plus paradoxale. En fait, c'est pas comme s'il y avait un véritable besoin de construire un nouveau canal. Maintenant, il y a également le fait que le Nicaragua a un gouvernement qui est proche de la Chine. Et donc, il y a certainement, mais bon, on n'a pas de preuves, mais il y a très probablement des accords sur cette question. Et même s'il n'y a pas de construction du canal, ça, c'est un phénomène qui a lieu dans de nombreux pays latino-américains, mais aussi d'autres continents. C'est aussi une manière pour les intérêts chinois d'être sur place. Parce que vous imaginez, cette concession, et là, c'est un phénomène aussi qu'on dénonce, nous, de manière très, très, très virulente, parce que nous sommes dans un phénomène d'accaparement de terre par cette entité chinoise, d'accaparement de la terre des Nicaraguayens à des conditions qui ne sont pas du tout au bénéfice du peuple du Nicaragua. Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Au final, on a l'impression que c'est plus un enjeu géopolitique, alors que l'argument du gouvernement, c'était de dire c'était un moyen ce canal sera un moyen de sortir de la pauvreté pour la population. Au final, ce sera probablement, si vraiment ça voit le jour, ce serait pas le cas. Non, très probablement non. Alors, le gouvernement a fait des annonces d'emplois qui sont à chaque discours, qui ont diminué, d'emplois qui seraient créés, qui ont diminué à chaque discours. Pour l'instant, il y a ces ingénieurs venus d'étrangers qui sont venus, donc c'est pas une source d'emploi. Il n'y a pas de dialogue avec les gens qui seraient éventuellement déplacés, donc on ne les voit pas du tout dans une dynamique de les réembaucher ou ce genre de choses. Donc non, ça c'est très peu probable. Et c'est pas nous, il y a eu des analyses sur cette question, et c'est un élément de plus que nous mettons dans cette espèce de faisceau d'indices. On se dit, si c'est pas la corruption, alors pourquoi? C'est la question que vous posiez, mais pourquoi? Alors, comme vous le dites, ce serait plus voilà, dans les intérêts du gouvernement chinois, plus que dans les intérêts de la population du Nicaragua. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a l'air de se profiler quand on voit les conséquences que ça pourrait avoir. C'est ce qui a l'air de se profiler, et par rapport à ça, la Chine, en tant qu'État, elle fait partie de la Convention des droits socio-économiques et culturels, et dans ce sens-là, elle s'est engagée aussi à faire en sorte qu'à l'extérieur de ses frontières, les droits de l'homme et ses droits soient respectés. Et là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer avec la description que je vous faisais. Or, pour l'instant, l'entité principale qui est en train qui avait initié un peu les études nécessaires à la mise en œuvre, etc., c'est une des principales entreprises étatiques chinoises. Et on sait que les entreprises étatiques, enfin, on est dans des régimes où tout ça est
entreprise étatique, ça veut dire étatique. C'est pas comme dans d'autres pays. Et dans ce sens-là, la Chine a une véritable responsabilité. C'est pour ça que dans notre rapport, on appelle le gouvernement du Nicaragua à cesser complètement ce projet, mais aussi à annuler le contrat, parce qu'il ne s'agit pas de le cesser pour construire un port ou un oléoduc à la place, sans qu'il y ait eu les études nécessaires d'impact sur l'environnement, sans qu'il y ait une vraie raison. Donc, au Nicaragua de cesser, mais également à la Chine de veiller à ce que ces entreprises respectent les droits de l'homme et de contribuer à ce que puisse être annulé ce contrat qui nuit aux intérêts des Nicaraguayens. Alors justement, vous l'avez dit, suite à ce rapport, il semblerait que la Chine se désengagerait de ce projet. Vous l'avez dit, les travaux du canal ont été inaugurés, c'est en décembre 2014. Ils sont censés durer 5 ans. Finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas trop trace de ces travaux actuellement. Est-ce qu'on sait l'état d'avancement des travaux, en l'occurrence, à ce jour? Oui, les travaux semblent assez bloqués, arrêtés. Mais l'entreprise continue de dire c'est simplement qu'elle est en train de faire les études nécessaires pour avancer. Donc, il n'y a pas eu, que je sache, une prise de position reconnaissant que oui, il n'y aurait pas de canal. Et puis, par ailleurs, on a quand même une loi, un contrat qui a été signé avec une concession territoriale très importante, d'un territoire très important en proportion, qui a été faite, ça s'est fait. Et le contenu du contrat permet de construire d'autres choses, à donner une espèce de blanc-seing à l'entreprise. C'est ce que j'allais dire. En fait, le contrat en tant que tel autorise l'entreprise, si le canal de dire, bon, ok, on laisse tomber le canal, mais notre contrat nous permet de faire autre chose, faire ce qu'on veut en fait. Exactement. D'où l'accaparement de terre. D'accord, donc effectivement, ce qui est problématique, parce que bon, si on peut se dire, ok, le canal, le projet est annulé, ben finalement, faut pas crier victoire, parce qu'il y aurait peut-être autre chose qui va avoir le jour qui pourrait être peut-être pire, ou on ne sait quoi. Exactement. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre moyen éventuellement de construire ce canal sans que ça devienne une catastrophe écologique? Peut-être un autre tracé ou le réaliser dans un autre pays éventuellement? Écoutez, moi je ne suis pas experte, mais la question c'est comme vous la posiez tout à l'heure, c'est est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi la construction d'un autre canal? Et là, il faut aussi avoir une vision plus large. La Chine s'est engagée à respecter l'accord sur le changement climatique. Je veux dire, quel impact cette construction du canal aura-t-elle, par exemple, sur le changement climatique? Et de la même manière, le Nicaragua aussi. Donc, quel est quelque chose qui ne s'est pas fait pour commencer, c'est qu'il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental complète, ce qui aurait été évidemment complète sur la construction du canal. Et en plus de cette étude complète qui n'a pas eu lieu, effectivement, il faut se poser la question de sa pertinence. Et moi, de l'impression de ce que j'ai lu, je vois pas du tout l'intérêt de continuer à endommager, que ce soit le lac de Cocibolca, mais n'importe quel autre territoire, et aussi les mers avec ces transports de cargo. La construction d'un autre canal, ça veut dire on va augmenter le niveau de déplacement de ces cargos, de transfert de ces marchandises, et ça ne va pas du tout dans le sens d'un développement durable de la terre et d'un travail en faveur ou contre le changement climatique, en faveur de l'environnement. Pas d'intérêt autre qu'un intérêt géopolitique en soi. Exactement. Alors, au-delà du rapport donc, qui a été publié, on le rappelle, c'était en octobre dernier, est-ce que la FIDH organise des actions sur le terrain? Alors, donc dans le cadre du rapport, on a interviewé 131 personnes impactées directement, donc des différentes communautés. Nous avons une organisation membre sur place qui s'appelle le CENID, qui fait un suivi et qui notamment soutient les leaders qui sont, comme je le disais, stigmatisés pour les positions qu'ils prennent. Et
On a ce qu'on souhaite continuer à faire, c'est avec ce rapport faire venir des personnes qui ont été impactées, sans doute en septembre-octobre prochain, pour qu'elles puissent en Europe et ailleurs présenter la situation de 2017, un an après, disons, le rapport de cette concession et également du projet de construction du canal. Pour effectivement que ça devienne un problème, ben voilà, pas que du Nicaragua, que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe et peut-être réagir et avoir plus de poids pour provoquer, parce que le but, c'est vraiment ça, l'annulation du contrat. Oui, c'est très important que tout le monde puisse prendre conscience de ça et réagir et soutenir la position et de ces communautés et la position de l'annulation du contrat, parce que cette pression, elle a un rôle, et parce que on parle de l'environnement aussi, de cette source d'eau très importante, et ça nous concerne tous. D'accord, donc à surveiller pour dans quelques mois, voilà, d'action de la FIDH qui ferait venir donc ces populations pour qu'elles puissent exposer et ben voilà, au reste du monde aussi cette situation et les mesures urgentes à prendre pour empêcher une catastrophe humaine et écologique en l'occurrence. Exactement. Mais Donc très on bien. compte sur vous dans quelques mois. Dans quelques mois, voilà, le rendez-vous est pris. Bah, merci beaucoup, Jimmy Ariès, en tout cas d'avoir participé à ce podcast et nous expliquer du coup tous les enjeux de ce canal. Et ben, du coup, pour tous nos internautes également, je vous rappelle donc que pour lire notre grand reportage sur le projet de canal interocéanique au Nicaragua, vous pouvez retrouver le lien pour accéder au reportage dans la description du podcast. Et encore merci à Jimmy Ariès de sa participation. Et je vous dis tous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.